Je vous ai amené un document d'époque, le Science et Vie de 1995, exclusif. On a trouvé la première planète extrasolaire. Et ben moi, j'avais 15 ans et je suis allé l'acheter au bureau de tabac et ça m'a fasciné. Et 20 ans après, je suis là à vous en parler. C'est quand même une belle histoire. Il faut savoir qu'effectivement, il y a 20 ans, on ne connaissait aucune exoplanète en dehors du système solaire et maintenant, on en connaît plein. C'est assez fascinant, mais pour bien comprendre ce que sont ces exoplanètes et ce qu'elles nous ont apporté dans notre compréhension de notre système solaire à nous, ce dont je vais vous parler, il faut bien commencer par se représenter notre système solaire, qui est donc ce sur quoi on se basait jusqu'à il y a 20 ans. Le système solaire, c'est toutes les planètes qui sont en orbite autour du Soleil. Et pas que les planètes d'ailleurs. Les planètes qui sont en orbite autour du Soleil, vous les voyez ici, représentées à l'échelle de taille l'une par rapport à l'autre. On voit que Jupiter est la plus grosse à gauche, Saturne est à peu près aussi grosse que Jupiter avec ses anneaux. Vous avez Uranus et Neptune qui sont ces deux boules bleues, et puis la Terre, Vénus, Mars et Mercure qui sont toutes petites. Cela dit, là vous voyez les comparaisons des tailles, mais vous n'avez pas les notions de distance. Les distances, on les voit sur ce schéma du système solaire à gauche, qu'on ne voit pas très bien avec les orbites. Pour vous le représenter plus simplement, on va prendre comme référence d'unité de longueur la distance Terre-Soleil, qu'on appelle l'unité astronomique. Si on ramène cette distance de référence à 1 mètre, on peut avoir une idée simple, parce que 1 mètre, c'est la distance entre le bout de mon nez et le bout de mon doigt, quand je tends le bras comme ça. Et à cette échelle-là, le Soleil, c'est le bout de mon nez. Juste une petite boule de 1 cm là. J'aurais pu mettre un petit nez de clown pour la présentation, ça aurait été bien. Et la Terre, ce serait un grain de poussière d'un dixième de millimètre sur le bout de mon ongle que je vois à peine ici. Vous auriez un autre grain de poussière sur ma chemise qui serait Vénus, un autre qui serait Mercure. Et quant à Jupiter, ce serait une tête d'épingle de 1 mm qui serait à 5 mètres de moi, donc à peu près au milieu de la salle, là, on va voir un peu plus loin. Et Neptune serait une demi-tête d'épingle située à 30 mètres d'ici. Donc à l'autre bout du Sion, hors de ces murs. Vous voyez que le système solaire est assez vide, en fait, et que ces planètes sont vraiment minuscules par rapport aux distances. Alors on peut aussi les représenter en utilisant une échelle. Là, on a la distance au Soleil en unité astronomique, et voilà où sont placées les planètes. Donc vous avez bien compris que sur ce schéma, les tailles ne sont pas à la même échelle que les distances. Hein. Normalement, on ne les verrait pas. Et vous voyez tout de suite sur cette échelle que pour placer les planètes, les petites planètes, on va avoir des petits problèmes. Voilà où je peux placer Mercure, Vénus, la Terre, Mars, tout ça s'empile et on n'y voit plus rien. Donc pour mieux comprendre, on utilise une autre échelle qu'on appelle l'échelle logarithmique, où la distance à l'étoile, cette fois-ci, n'est pas graduée régulièrement comme d'habitude, mais graduée régulièrement en logarithme. Donc on passe de -2 à -1 à 0 à 1, c'est-à-dire qu'à chaque graduation, on ajoute un 0. Là, on a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont ici, à 5, 10, 20 et 30 unités astronomiques du Soleil, et on peut étaler les planètes telluriques et on y voit mieux. On commence à mieux avoir un aperçu global du système solaire. Et pour encore mieux comprendre comment ça se passe, on peut placer les planètes dans un diagramme, non seulement en distance, en les étalant horizontalement, mais aussi en masse, en les étalant verticalement. Et voici, à nouveau avec une échelle logarithmique en fonction de la masse de la Terre, vous avez la Terre qui est là, à une unité astronomique du Soleil qui fait une fois la masse de la Terre, c'est la référence. Et puis Vénus est à peine un peu moins massive que la Terre, Mars et Mercure sont bien moins massives donc elles sont plus bas, alors que Jupiter fait 300 fois la masse de la Terre, Saturne fait 100 fois la masse de la Terre, elles sont toutes en haut. Et là on commence à voir une structure assez nette se dégager dans le système solaire, où vous avez des planètes qui sont géantes, qui sont très massives, qui sont très loin de leur étoile, très loin du Soleil, et puis des planètes qui sont dites telluriques, du même type que la Terre, qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus près de leur étoile. Ça, c'est ce sur quoi on s'est basé pour toutes nos compréhensions des planètes jusqu'à 1995. Et du coup, la question de l'origine des planètes, l'idée, ça a été que les planètes se forment dans un disque de gaz et de poussière autour d'une étoile jaune. Vous en voyez deux exemples ici. Un qui est assez fameux à gauche, HH30, où en fait l'étoile est au centre et on ne la voit pas, elle est cachée par un disque qui est opaque et qui est horizontal, qui fait cette bande sombre. Vous avez aussi un jet magnétique vert, c'est très joli. Et puis ça, c'est une image qui a à peine 1 an, qui vient d'Alma, au Chili, d'un disque protoplanétaire autour d'une étoile qu'on voit pas tout à fait de face, légèrement incliné, et dans lequel on aperçoit des structures qui indiquent qu'il y a de la formation planétaire en train de se faire. Et vous voyez déjà se dessiner des orbites d'objets, en tout cas il y a des cercles concentriques autour de l'étoile qui peuvent faire penser à des orbites de planètes en train de se former. Donc ces planètes se forment dans le disque de gaz, et dans ce disque de gaz et de poussière qu'on voit ici par la tranche, plus on est loin de l'étoile, plus il fait froid, normal. Et donc au-delà d'une certaine distance, vous avez ce qu'on appelle la ligne de glace, c'est-à-dire que quand on est plus loin que ça, l'eau
la molécule d'H2O qui est présente dans le disque de gaz se condense, devient des cristaux de neige, alors que quand on est plus près du Soleil, elle est à l'état gazeux. Du coup, ça change tout pour la formation des planètes, parce que quand on est au-delà de cette ligne de glace, on peut incorporer de la glace à l'accrétion des solides. Alors voilà le schéma de la formation planétaire. Si vous avez retenu ça, vous n'êtes pas venu pour rien déjà. Ça se fait en plusieurs étapes. Les solides se condensent dans le disque de gaz avec parfois de l'eau, parfois pas, selon s'il fait chaud ou pas. Toutes ces petites poussières dans le disque de gaz, elles finissent par sédimenter, par se mettre dans le plan médian, c'est-à-dire elles tombent, comme la poussière dans les pièces tombe par terre. Et comme dans n'importe quelle pièce chez vous, la poussière, quand elle est par terre, elle s'agglomère, elle fait des petits grains, des moutons qui vont faire jusqu'à 1 cm, pas tout à fait 10 cm, jamais 1 mètre, même quand on fait jamais le ménage derrière une armoire, ça atteint jamais 1 mètre. Ce n'est pas les mêmes processus physiques pour passer aux tailles suivantes. Mais on peut quand même agglomérer ces poussières pour arriver jusqu'à faire des planétésimaux qui feraient 10 km à peu près. Et là, ils sont capables, par leur gravité, de se coller les uns aux autres jusqu'à former ce qu'on va appeler des protoplanètes ou des cœurs qui font 100 à 1000 km. S'ils sont assez gros, qu'ils finissent par faire une bonne masse, ils vont accumuler du gaz. Et enfin, le gaz va se dissiper en quelques millions d'années. Et après, la formation planétaire est terminée. Toutes ces planètes qui se sont formées continuent à tourner autour de leur étoile. Donc pour avoir un ordre d'idée, chacune de ces étapes dure 10 fois plus longtemps que la précédente. La condensation des solides, c'est très rapide. La sédimentation, ça peut se prendre une centaine d'années. L'agrégation des poussières, 1 millier d'années, etc. Et on finit à 1 million d'années pour la dissipation du gaz. Et donc, si vous avez bien suivi, dans ce processus de formation des planètes, si on est en deçà de 3 unités astronomiques du Soleil, donc plus près du Soleil que la ligne des glaces, les objets qui se forment, ça va être des tas de cailloux et de métaux, parce qu'il n'y a pas de glace dedans, ils sont dépourvus d'eau. Vous en avez un exemple ici, c'est l'astéroïde Itokawa qui fait 540 mètres de long et qui a un énorme tas de gravats qui flotte autour du Soleil. C'est que des roches, il n'y a pas de glace là-dedans. Ces objets seront les ancêtres des planètes telluriques, comme la Terre. Je rappelle que la Terre est une planète sèche. On sait tous que la Terre est couverte d'eau à 70% de sa surface, mais en termes de volume, c'est rien du tout. Si vous mettez toute l'eau de la Terre dans une boule, ça fait cette petite boule-là. C'est une grosse goutte là que vous voyez sur l'ouest de l'Amérique du Nord, alors que l'essentiel de la Terre, c'est de la roche. Alors que quand on est au-delà de 3 unités astronomiques, là, quand on fabrique des solides, qu'on les incorpore, on obtient des agrégats qui contiennent moitié glace, moitié poussière, donc des boules de neige sale, c'est-à-dire des comètes. Et vous en avez un bel exemple qui est pris en photo régulièrement par la sonde européenne Rosetta, c'est la fameuse comète 67P Churyumov-Gerasimenko, dite Chury, qui est un gros tas de solides avec de l'activité des jets gazeux, parce que quand cette comète se rapproche du Soleil, la glace fond, elle se sublime, elle s'évapore, elle entraîne la poussière avec elle et ça fait ces jets qui sont superbes. Et donc ces objets vont devenir des comètes ou des cœurs de planètes géantes. Les planètes géantes se forment donc au-delà de la ligne de glace avec un objet très massif qui atteint 10 fois la masse de la Terre et qui du coup par sa gravité est capable de retenir le gaz du disque dans lequel il s'est formé. Ce gaz est d'ailleurs froid puisqu'on est loin de l'étoile, donc c'est plus facile de le retenir. Le gaz froid se contracte, les gaz chauds au contraire se dilatent et donc partent de la planète. Et donc progressivement ces objets vont s'entourer d'une enveloppe de gaz qui se refroidit, qui se concentre lentement et ça finit par donner des trucs comme Uranus et Neptune qu'on appelle les géantes de glace parce qu'elles ont un cœur qui contient beaucoup de glace et autour une enveloppe gazeuse d'hydrogène, d'hélium et aussi un peu de méthane pour faire joli, ça rajoute une petite teinte bleutée à l'atmosphère. Et alors si cette atmosphère devient plus massive que le cœur de glace, il y a une instabilité qui se crée et la planète va s'effondrer sur elle-même et accumuler de plus en plus de gaz et passer tout d'un coup à quelque chose de l'ordre de 100 fois la masse de la Terre ou 300 fois la masse de la Terre, c'est-à-dire qu'on passe de Uranus-Neptune à Saturne-Jupiter. C'est un autre régime qu'on appelle les géantes gazeuses par opposition aux géantes de glace. Mais l'essentiel, c'est que, si vous avez bien retenu, on forme des planètes géantes loin de leur étoile, au-delà de la ligne de glace. C'est là où c'est le plus facile parce qu'il y a de la glace et parce que le gaz est froid. Et voilà où on a trouvé 51 Pégasi B dans mon diagramme distance-masse, c'est-à-dire très très près de son étoile, alors qu'elle fait une masse entre Saturne et celle de Jupiter. Elle est à peu près 10 fois plus près de son étoile que Mercure du Soleil. Attention, dans ce diagramme, j'ai bien marqué distance à l'étoile
pour les planètes, mais ce n'est pas la même étoile pour toutes les planètes, hein. Les 8 dont on a l'image, c'est leur distance au Soleil, et 51 Pégasi B qui est là-haut, c'est sa distance à son étoile, 51 Pégasi. Et donc, elle est là, et elle n'était pas censée être ici. Ça ne correspondait pas du tout à tous les modèles de formation planétaire qu'on avait à l'époque. Et ça, c'était il y a 20 ans. Alors, qui a fait cette découverte surprenante? C'est eux, deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, de l'Observatoire de Genève, que vous voyez ici à l'époque, une photo qui leur rend un peu plus hommage, un peu plus récente. Et cette découverte remarquable, ils l'ont publiée dans Nature, le 6 octobre 1995, il y a exactement 20 ans. Et le titre de l'article, c'est « A Jupiter Mass Companion to a Solar Type Star », c'est-à-dire un compagnon de masse jovienne autour d'une étoile de type solaire. Ils n'ont pas dit « on a trouvé une planète ». Parce qu'à cet endroit-là du diagramme, un truc qui fait la masse de Jupiter et qui est aussi près de son étoile, on ne s'attendait pas à ce que ça puisse exister comme planète. Ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on imaginait comme une planète à l'époque. Donc le titre est assez prudent, mais la découverte est quand même remarquable. Alors comment a-t-elle été découverte? Par ces deux Suisses, par la méthode de vélocimétrie. Cette méthode consiste à mesurer la vitesse que l'étoile fait par rapport à nous, la vitesse de l'étoile par rapport à nous. Vous voyez sur le schéma à gauche une étoile et une planète qui tournent toutes les deux autour du centre de gravité commun du système. Comme quand vous faites du lancer du marteau, vous avez le lanceur qui tourne autour de son talon et le marteau qui tourne plus loin. Et un observateur situé ici, qui regarde l'étoile, la voit régulièrement maintenant s'éloigner de lui, comme l'indiqué sur le graphique en haut à droite, la vitesse est positive, et maintenant l'étoile se rapproche de lui, la vitesse est négative. Vous pouvez suivre sur le diagramme. L'effet de cette vitesse de l'étoile d'éloignement et de rapprochement par rapport à l'observateur va décaler la lumière émise par l'étoile vers le rouge ou vers le bleu. C'est le fameux effet de Doppler. Cet effet que vous connaissez bien, quand on entend une voiture qui nous double, ça fait « c'est-à-dire que quand une source lumineuse se rapproche de nous, une source, de n'importe quel phénomène ondulatoire, que ce soit de la lumière ou du son, quand la source se rapproche de nous, les ondes sont tassées vers nous, et donc la longueur d'onde est plus petite, et ça correspond à des sons plus aigus ou à des lumières décalées vers le bleu. Inversement, quand la source s'éloigne de nous, les ondes sont étirées, ça fait des longueurs d'onde plus grandes, donc pour le son ça veut dire un son plus grave, d'où le ion, et pour la lumière ça fait une lumière décalée vers le rouge. Donc si vous prenez la lumière de votre étoile, que vous l'étalez avec un prisme pour obtenir un joli arc-en-ciel, dans cet arc-en-ciel, c'est-à-dire ce spectre que vous faites d'une étoile, vous voyez des raies d'absorption, des raies noires, qui correspondent à certains éléments chimiques qu'on connaît bien, et dont on sait exactement à quelle longueur d'onde elles doivent être. Alors on compare avec une référence qui serait sur Terre, que vous voyez ici en bleu, et si vous voyez que la raie là, qui est censée être dans le jaune, elle est légèrement décalée vers le bleu, comme ici, vous en déduisez que cette étoile est en train de se rapprocher de nous. Et quand elle est légèrement décalée vers le rouge, vous en déduisez qu'elle est en train de s'éloigner de nous. Ça permet de mesurer les vitesses de rapprochement et d'éloignement de tous les objets qu'on observe. Et dans le cas de l'étoile 51 Pégasi, voilà ce qu'ils en ont obtenu, c'est-à-dire une oscillation de la vitesse radiale de cette étoile, qui indique qu'elle est en train de se faire bouger par une planète, elle est en train de tourner autour d'un centre de gravité commun. Et l'amplitude de ce mouvement vous permet de déterminer la masse de la planète, parce qu'évidemment, plus la planète est lourde, plus elle est capable de faire bouger son étoile, et réciproquement. Alors, où est-ce qu'elle a été découverte? Là. Si vous connaissez la constellation de Pégase, vous cherchez la 51e plus brillante étoile là-dedans, c'est elle. À vous après de prendre votre spectre et de trouver sa vitesse. Plus sérieusement, l'observation a été faite là, à l'Observatoire de Haute-Provence, pas très loin d'ici, entre Manosque et Fort-Calquier, au télescope de 193 cm. Voici à quoi ressemble l'Observatoire de Haute-Provence, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Et le télescope de 193 cm est dans la plus grande coupole. Et il ressemble à ça, c'est un beau bébé. Et cet observatoire est du coup un lieu de conférence sur les exoplanètes assez connu. Il y a plein d'exoplanètes qui ont été découvertes là-bas. Et ça, c'est une conférence qui avait lieu pour les 15 ans de 51 Pégasi, de cette découverte de 51 Pégasi B en août 2010, à laquelle participaient plusieurs personnes de l'observatoire, que vous reconnaissez peut-être. Bon, la photo est un peu lointaine. Et cette semaine, il y a une conférence actuellement pour les 20 ans de 51 Pégasi B, où est Tristan Guillot, qui aurait parlé à ma place sinon, et d'autres personnes du monde entier. Alors revenons à nos moutons. Maintenant vous avez bien compris
Comment on a découvert cette exoplanète 51 Pégasi b, j'espère? Elle était là dans notre diagramme et ça posait quand même pas mal de problèmes. Avançons un peu dans le temps. L'année suivante, on en a découvert d'autres. Les voici, où elles se placent. C'est des planètes plus lourdes que Jupiter et à peu près à la même distance de leur étoile que les planètes telluriques du système solaire. On avance encore, 1997, on en découvre d'autres. On commence à se rendre compte que 51 Pégasi b n'est pas si exceptionnel que ça. 98, on en trouve encore quelques-unes. 99, voilà. 99, c'était aussi l'année de l'éclipse de soleil, si vous vous souvenez de cet événement astronomique. Ça fait un repère, à ce moment-là, on connaissait ça comme exoplanète. 2000, le temps passe. 2001, vous voyez qu'on commence à trouver des tas d'exoplanètes. Encore une fois, chacune de ces exoplanètes tourne autour d'une étoile différente. Mais elles sont toutes à des masses plus grandes que la masse de Saturne, plus de 100 fois la masse de la Terre, et à n'importe quelle distance de leur étoile. 2002, on arrive ici. Bref, on commence à identifier qu'il existe une population de planètes géantes qui sont proches de leur étoile, et on va leur donner le nom très original de Jupiter chaud, puisque c'est des objets qui ont la masse de Jupiter et qui sont chauds. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos modèles de formation planétaire que je vais présenter tout à l'heure qui ne va pas. On peut avoir des Jupiters près de leur étoile. Ce quelque chose, c'est la migration planétaire. Quand les planètes se forment dans le disque de gaz, elles interagissent avec ce disque de gaz. Ici, vous voyez une simulation numérique avec l'étoile au centre, le disque de gaz en orange, et il y a une planète qui est en train de tourner autour de son étoile, sur une orbite fixe. Et vous voyez l'effet de la planète sur le gaz, c'est de créer cette onde spirale qui est un peu comme une vague que crée un bateau sur l'eau, sauf que ce n'est pas tout à fait le même phénomène, mais c'est une analogie. Et ça fait donc une surdensité de gaz qui est derrière la planète dans la partie externe du disque et devant la planète dans la partie interne du disque. Qui dit surdensité de gaz dit masse, qui dit masse dit force de gravité, et donc le gaz va agir sur la planète à son tour. L'effet du gaz sur la planète, c'est que la planète va se rapprocher de son étoile. Vous voyez ici la même simulation que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on fait tourner la caméra au-dessus du système, si vous voulez. On est dans un repère tournant avec la planète, et on voit que l'orbite de la planète diminue. C'était le cercle pointillé au début de cette simulation. Et là où on a un peu forcé sur la densité du disque pour que ça aille plus vite, en 200 orbites, la planète s'est considérablement rapprochée de son étoile, elle a perdu la moitié de sa distance. Alors ça pourrait expliquer les Jupiters chauds. Ils se forment loin et ils migrent, ils se rapprochent du Soleil. C'est super, sauf que Jupiter chez nous n'est pas un Jupiter chaud. Comment expliquer que Jupiter a échappé à ça? Un modèle qui a été développé ici à l'Observatoire de Nice, c'est que Jupiter aurait commencé à migrer vers le Soleil jusqu'à à peu près 1,5 fois la distance Terre-Soleil, donc jusqu'à là où est Mars actuellement. Et là, Jupiter aurait été rattrapé par Saturne, et là, les interactions entre les deux planètes, ça change complètement la figure de migration, et le résultat, c'est qu'elles peuvent repartir vers l'extérieur. Vous imaginez bien que quand Jupiter passe par là, au niveau de la formation des planètes telluriques, ça pose quelques problèmes. Ça va agiter énormément et éjecter énormément de matériel. Tous les planétésimaux rocheux qui étaient tranquillement là entre le Soleil et Jupiter, il y en a une bonne partie qui est éjectée. Et du coup, on se retrouve avec un disque tronqué là. Ce qui tombe bien parce qu'on a un défi, on va former du coup à l'extérieur d'une unité astronomique une planète petite, c'est Mars. Et de la même manière, on trouve aussi que quand Jupiter fait cet aller-retour, il mélange les planétésimaux rocheux formés à l'intérieur de la ligne de glace et les planétésimaux riches en eau formés à l'extérieur de la ligne de glace. Et au final, vous vous retrouvez avec une ceinture d'astéroïdes ici, dans laquelle il y a un peu des deux, avec de préférence des planétésimaux un peu hydratés vers l'extérieur et secs vers l'intérieur, et ça correspond pas mal à ce qu'on observe dans la ceinture d'astéroïdes actuelle. Mais alors là, quand on fait ça, on arrive à Jupiter et Saturne qui sont dans une configuration compacte. Si vous faites toutes les simulations numériques que vous voulez des 4 planètes géantes du système solaire, elles migrent et elles se retrouvent compactées en moins de 20 unités astronomiques. Alors qu'actuellement, Neptune est à 30. Et elles se retrouvent sur des orbites circulaires, coplanaires, qui vont bien, sauf que ce n'est pas les orbites actuelles. Et quand le disque se dissipe, vous vous retrouvez avec ces 4 planètes sur des orbites circulaires bien compactes, à l'intérieur de 20 unités astronomiques comme sur ce schéma, entourées de tout ce qui reste de la formation planétaire, c'est-à-dire plein de planétésimaux, plein de comètes, d'environ 35 fois la masse de la Terre en tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? On laisse évoluer le système pendant longtemps dans des simulations numériques.
C'est ce qu'a fait Morby avec ses collègues Hal Levison, Rodney Gomez et Cléoménis Tsiganis. Et au bout de 600 millions d'années, il finit par se passer quelque chose. Suivez bien le film, à 880, ici, dans cette simulation, vous allez voir que le système, qui est là, donc là, le système solaire, va complètement changer, à force que tous ces petits planétésimaux perturbent les orbites des planètes du système solaire. Elles vont atteindre une configuration instable, et là, ça va être assez violent pour le système solaire. Vous allez avoir un changement brutal des orbites des planètes, c'est ce qu'on appelle le modèle de Nice, donc, qui est maintenant mondialement connu, dont on peut être fier à l'Observatoire de Nice. Attention, ça ne va pas tarder, vous voyez que Saturne en blanc commence déjà à osciller un petit peu, ça se déstabilise, boum. Et ça y est, on a Neptune à 30 unités astronomiques du Soleil, Uranus à 20, Saturne à 9,6, Jupiter à 5,2, tout va bien. Et au passage, vous imaginez que la Lune et la Terre et les planètes telluriques qui étaient au centre ont été bombardées par tous ces planétésimaux qui sont partis dans tous les sens, et c'est ça qui explique les mers sur la Lune. Les mers sur la Lune, ces taches sombres, c'est des énormes bassins d'impact qui ont engendré un lac de magma, un océan de magma qui s'est solidifié, qui du coup est tout lisse, tout noir, et tous ces bassins d'impact sur la Lune sont datés à peu près du même moment. Ce moment, c'est il y a 4 milliards d'années environ, donc 500 millions d'années après la formation des planètes telluriques. Donc on a appelé ça le grand bombardement tardif, et ça peut s'expliquer dans ce cadre-là. Donc vous voyez que tout ça, ça a été fait un petit peu indépendamment des exoplanètes, mais ça a été motivé par l'idée que les systèmes d'exoplanètes peuvent être très différents du système solaire. Et donc si on reprend le fil de nos découvertes, en 2003, voilà les exoplanètes qu'on connaissait. Plus capable de détecter des planètes petites. C'est-à-dire que quand on était en 95, on a détecté la plus facile en fait. Et petit à petit, on commence à en détecter des qui sont de plus en plus difficiles à trouver. 2007, 2008, ça se peuple, 2009, vous voyez que chaque année maintenant, on ne rajoute pas 2-3 points, hein, on en rajoute une trentaine, une quarantaine, les techniques sont de plus en plus performantes, et on avance. 2010, c'était l'année de cette conférence. Et on en était à ça, au niveau de nos connaissances des exoplanètes. Et on continue à avancer, 2011, 12, 13, etc., etc. Le diagramme se peuple, 2013, on connaissait 1000 exoplanètes, en octobre 2013. C'est-à-dire 18 ans après la découverte de la première, on a franchi le cap de la 1000e. À l'heure où je vous parle, on en connaît presque 2000, 1970. C'est-à-dire qu'il y a une accélération dans les découvertes qui est assez prodigieuse. Voilà 2014, et voilà où on en est en 2015. Elles ne sont pas toutes sur le diagramme. On commence à voir beaucoup de choses apparaître ici. Alors combien, voilà les chiffres que je vous donnais, combien on en connaît, vous voyez le nombre de détections par an, c'est une croissance exponentielle. À nouveau, si on prend une échelle normale, on voit une accélération du nombre d'exoplanètes découvertes par an. Si on prend une échelle logarithmique, on voit que ça augmente régulièrement. Et si on tient compte des biais de détection, etc., et qu'on essaye d'estimer combien il y a d'exoplanètes, celles qui sont les plus faciles à détecter de la masse de Neptune, Saturne, Jupiter, on pense qu'on les a toutes trouvées quand on a cherché, et on a trouvé autour de 1,6% des étoiles où on a cherché. Donc on pense de manière assez robuste que 1,6% des étoiles possèdent une planète plus massive que Jupiter, un autre 0,6% en possède une entre Jupiter et Saturne, une intermédiaire, et il y en aurait 6,5% qui ont des planètes de la masse de Neptune. Et vu le peu de nombre de planètes telluriques qu'on a trouvées, mais la faible efficacité de détection, parce que c'est vraiment la limite, on pense que 23% des étoiles ont une planète de l'ordre de la masse de la Terre. C'est énorme si on considère que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles. 23% de 200 milliards, ça fait quand même 46 milliards. Alors, est-ce que la Terre a une cousine? Est-ce que nous avons des cousins? On peut se poser la question. Il y a des gens qui font des modèles de synthèse de population de planètes, c'est-à-dire qu'ils essayent de reproduire ce diagramme en mettant dedans tous les ingrédients théoriques de formation planétaire pour voir combien de planètes on forme de telle masse, à telle distance, et voilà le genre de résultats qu'ils obtiennent. Ça, c'est un diagramme qui a été publié.
Donc d'après eux, la population d'exoplanètes est représentée par les points noirs. Vous voyez qu'il y a un accord assez correct avec les observations. Et puis surtout, vous voyez qu'il y a toute une zone là, qui est énormément peuplée dans leur modèle et qu'on n'a pas encore réussi à détecter. Alors ça, c'est peut-être très très prometteur. Et sur ce, je vais laisser la parole à Shin qui va vous parler de la question de savoir si le système solaire est unique ou pas, en vous présentant ses découvertes d'exoplanètes préférées. Donc, pour commencer, je vais vous décrire mes découvertes favorites. Comme Aurélien l'a expliqué, on connaît maintenant presque 2000 planètes qui sont vraiment confirmées. On est sûr à 99, quelque chose % que c'est vraiment des planètes. Et avec ça, il y a aussi à peu près 4000 candidats, des objets où on est sûr à 80-90% que c'est des planètes. Donc la population de planètes qu'on connaît, c'est dans des milliers, même s'il y a quelques-unes des signaux qui ne sont pas vraiment des planètes. En tout cas, ce dont je vais vous décrire, c'est ce que moi je trouve sont vraiment les plus cool. Ok, faisons ça. D'abord, on commence avec le thème d'aujourd'hui, les Jupiters chauds, les grosses boules de gaz juste à côté de leur étoile. On ne s'attendait vraiment pas à ça quand ils ont été découverts. Et c'est vraiment des objets intéressants. Il y a plein d'études en ce moment qui regardent les Jupiters chauds. Donc, comme Aurélien l'a expliqué, pourquoi on a trouvé ces objets en premier? C'est parce que c'est les plus faciles à détecter. Et puisqu'ils sont faciles à détecter, on peut faire des manips sur ces planètes qu'on ne peut pas faire sur des autres. Donc je ne veux pas dire qu'on va sur ces planètes et on va tester des choses. Mais par exemple, si on veut étudier les atmosphères d'autres planètes, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une planète avec beaucoup de gaz qui est juste à côté de son étoile. Donc c'est les Jupiters chauds. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'études sur les atmosphères de ces planètes, par exemple. Ok, passons à des autres trucs qui sont plus intéressants que ça. Il y a juste l'an dernier, on a découvert une planète de quelques fois la masse de la Terre, de 4 ou 5 fois la masse de la Terre, orbitant l'étoile la plus proche de la Terre, Alpha Centaure B. Donc, en fait, c'est dans un système binaire. Alpha Centaure consiste de 2 étoiles qui sont séparées par à peu près l'orbite de Neptune dans le système solaire. Et autour d'une des étoiles, il y a une planète de 5 fois la masse de la Terre qui orbite assez proche. Donc c'est une découverte assez intéressante. Et s'il y a une planète qui est tellement petite juste à côté, on s'attend à ce qu'il y en a beaucoup. Okay. Une autre découverte faite d'une façon beaucoup différente, c'est un système HR8799. Okay. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ça, mais je vous montre l'image de découverte. Donc ce qu'on voit en bas là, ce qui est au centre, c'est juste un artefact. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une image des planètes qui orbitent l'étoile et ils ont essayé de soustraire le signal venant de l'étoile. Et ils ont fait ça très très bien, mieux que très bien, mais il reste quelques petits artefacts au centre. Mais ce qu'on voit, tous les petits points là qu'on voit autour, chacun de ces points, c'est une planète. Et ils ont même vu les planètes orbiter, ils les ont vus bouger un petit peu autour de cette étoile. Et il ne s'agit pas de planètes comme la Terre, ça s'agit de planètes très très massives. Chacune de ces planètes fait environ 5 à 10 fois la masse de Jupiter. Donc c'est un exemple assez extrême d'un système planétaire vraiment très très massif. Et l'étoile au centre, c'est pas une étoile comme le Soleil, c'est une étoile beaucoup plus massive que le Soleil aussi. Une autre découverte qui est vraiment bien pour les amateurs de science-fiction, c'est les planètes Tatooine. Donc on a découvert, il y a toute une population, il y a environ une dizaine de planètes qui sont connues de ce type maintenant. C'est des planètes dans des systèmes binaires. Alors qu'est-ce qu'un système binaire? C'est un peu comme Alpha du Centaure que je décrivais avant, c'est où il y a 2 étoiles qui s'orbitent et il y a aussi des planètes. Donc il y a des différents cas. Dans ce cas-là, il y a 2 étoiles qui s'orbitent très proches l'une de l'autre. Et autour des 2 étoiles, il y a des planètes. Okay? Donc, ce que vous voyez en bas, le schéma en bas, c'est le système solaire comme comparaison. Et en haut, c'est le système Kepler-47 qui a 2 planètes qui sont nettement plus grandes que la Terre, qui orbitent l'étoile. Mais pas l'étoile, les 2 étoiles en fait. Si vous regardez de très proche, il y a 2 petits points avec des couleurs différentes qui s'orbitent eux-mêmes. Il y a 2 planètes qui orbitent sur des orbites beaucoup plus larges autour de ça.
Et ce que vous voyez en vert, là, c'est une estimation de ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire, si on a une planète qui est comme la Terre, avec une atmosphère qui a les propriétés correctes, c'est possible d'avoir de l'eau liquide sur la surface. Donc, dans ce cas-là, Kepler 47c se trouve dans la zone habitable de son système. Mais comme vous voyez, c'est une grosse boule de gaz. Ce n'est pas là où on va découvrir la vie, mais on peut toujours imaginer des trucs comme des lunes de cette planète, peut-être. En tout cas, cette image-là, je pense que c'est responsable pour... Je pense qu'à peu près au moins la moitié des astrophysiciens maintenant sont là à cause de ce genre d'image. Donc, découvrir les planètes Tatooine, c'est vraiment un truc qui est bien. Une autre découverte qui est un peu étonnante, c'est des planètes flottantes. On a découvert une vingtaine de planètes qui n'ont pas d'étoiles. Donc, c'est des planètes qui orbitent dans la galaxie comme les étoiles, qui font des tours du centre de la galaxie tous les quelques centaines de millions d'années, mais ils ne sont pas autour d'étoiles. Donc, c'est assez étrange. On s'attendait à ce que ça existe, mais on ne s'attendait pas à l'abondance. Et donc, il y a une étude qui est assez controversée, mais je vous raconte l'histoire quand même. Donc, on ne sait pas si on devrait vraiment faire confiance à ces chiffres, mais il y a une étude qui a suggéré que pour chaque étoile dans la Voie lactée, il y a 2 ou 3 planètes flottantes de la masse de Saturne-Jupiter. Donc, si c'est correct, c'est-à-dire que c'est des planètes vraiment très, très, très abondantes, plus abondantes que les étoiles. Mais c'est possible qu'ils se sont trompés et qu'ils sont beaucoup moins abondantes. Je pense que c'est assez probable, mais c'est assez intéressant quand même. Une autre découverte qui a été vraiment très marquante pour tout le monde, je pense, c'est le système Kepler 11. Ce qu'on voit là, c'est une comparaison du système Kepler 11 avec le système solaire. Il s'agit d'un système avec 6 planètes qui tournent autour de la même étoile sur une configuration orbitale très très compacte. Donc il y a 6 planètes qui se trouvent tous à l'intérieur de l'orbite de Vénus dans le système solaire, et même les 5 internes sont sur des orbites vraiment très très compactes. Et c'est pas qu'on ne s'attendait pas à ça, mais on ne s'attendait pas à pouvoir vraiment voir des trucs comme ça. C'était vraiment... Tout le monde que je connais en astronomie a été vraiment marqué par ça. C'était vraiment cool comme découverte. Et ce genre de planètes, ils ne sont pas comme les planètes dans le système solaire, ils ont un état intermédiaire. Donc dans le système solaire, la plus grande des planètes rocheuses, telluriques, c'est la Terre. Et la plus petite des planètes gazeuses, c'est Uranus ou Neptune. J'oublie lequel. Quelqu'un le sait dans l'audience. C'est lequel? Ok, Uranus, ok. Normalement, j'utilise Neptune parce qu'en anglais, on dit moins Uranus quand on veut... Ah, c'est pas important. Donc, ces planètes sont intermédiaires. Ils sont plus grands que la Terre et plus petits que Neptune. Je ne peux pas me faire le faire. Ok. Donc, ils sont intermédiaires. Donc, on ne sait pas, à partir de la découverte, par exemple, on ne savait pas si c'était des super-Terres, c'est-à-dire des planètes rocheuses mais plus grandes que la Terre, ou des mini-Neptunes. Donc, des planètes qui étaient dominées par du gaz, qui sont plus petits que Neptune. C'est vraiment un état intéressant entre les deux, parce que si on imagine la vie ou les océans sur ces planètes, parce qu'on aime toujours faire ça, au moins moi j'aime bien faire ça, c'est beaucoup plus intéressant d'imaginer que ces planètes peuvent être comme la Terre, juste un peu plus grand, mais on ne sait pas vraiment. Donc on veut tester ça. Donc il y a quelques cas où on a pu le tester. Il y a Kepler 78b, ça c'est un cas, c'est une planète juste un petit peu plus grande que la Terre, et elle est tellement proche de son étoile qu'on a pu mesurer la taille et la masse de cette planète. Donc ça nous dit la densité de la planète, donc on peut savoir un petit peu de quoi elle est faite. Si elle est très dense, elle est probablement faite de roche ou de fer. Si elle est très peu dense, il doit y avoir du gaz dans la planète. Et ce qui a été trouvé, c'est que la planète a à peu près la même densité que la Terre. Donc c'est-à-dire elle est faite de roches comme la Terre. Elle n'est pas exactement comme la Terre, puisque son année, au lieu d'être 365 jours, ça fait seulement 8 heures. C'est un peu différent des conditions de surface, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et il faut se rappeler, quand on trouve des cas extrêmes comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il y en a plein partout? Pas forcément, c'est juste que c'est les plus faciles à détecter. On ne peut pas faire ce genre de mesures sur des planètes, sur des orbites comme la Terre.
Et dans l'autre extrême, il y a des mini-Neptunes. Et on envisage ce genre de structure interne pour ces planètes, où il y a un cœur probablement rocheux ou glacé, entouré d'une enveloppe de gaz. Et cette enveloppe de gaz n'a pas beaucoup de masse. En fait, avec une masse, si le gaz a même juste une masse de quelques pourcents du noyau, elle est tellement moins dense qu'elle peut dominer la taille de la planète, même si sa contribution à la masse est très faible. Et une des découvertes, je pense, les plus intéressantes des dernières années, c'est qu'on a trouvé une transition entre les super-Terres et les mini-Neptunes. Et c'est à environ 1,5 fois la taille de la Terre. Les planètes qui sont moins que ça, moins grands que ça, c'est des super-Terres, en général. Et les planètes plus grands que ça, en général, c'est des mini-Neptunes. Donc ça nous dit, si on veut écrire des romans de science-fiction, il ne faut pas se permettre une planète trop grande. Okay. Et sur ce même thème, on s'approche de plus en plus à trouver des planètes vraiment comme la Terre. On n'est pas au niveau de trouver des jumelles de la Terre, plutôt des cousins ou cousines, ce genre de choses. Donc ça, c'est une découverte très intéressante, c'est Kepler 62. Donc vous voyez la comparaison avec le système solaire. Et en vert encore, c'est la zone habitable, là où si une planète peut avoir l'eau liquide sur sa surface, elle doit orbiter dans cette gamme d'orbites. Et ce qu'on voit, il y a deux planètes qui se trouvent dans la zone habitable dans ce cas, Kepler 62e et F. Et ils sont la taille tous les deux ont une taille de à peu près 1,5 fois la taille de la Terre. Donc c'est bien possible que ce soit des planètes rocheuses. Donc c'est assez intéressant ça. Et il y a même une découverte. Au cas où, vous pensez ça? Okay, donc ça, c'est l'image d'artiste. Son orbite est dans la zone habitable, mais un peu plus froide que celle de la Terre. Donc on imagine des calottes polaires qui sont un peu plus grandes et tout ça. On peut imaginer plein de trucs. Mais tout ce qu'on connaît vraiment, c'est que c'est une planète d'à peu près la même taille que la Terre, à 10% près, sur une orbite qui se trouve dans la zone habitable de son étoile. Et son étoile est beaucoup moins lumineuse que le Soleil. Ça, c'est avantageux parce que quand une étoile est moins lumineuse, une orbite plus proche peut avoir une température comme celle de la Terre. Donc, on n'a pas besoin de chercher sur des orbites qui font 1 an pour faire le tour. On peut chercher des planètes sur des orbites beaucoup plus proches. Donc, ok, maintenant je passe à ce que je voulais vraiment vous raconter. Est-ce que le système solaire est commun ou rare? Donc on connaît un petit peu sur les exoplanètes là, on a quelques milliers d'exemples, mais on n'a pas toujours les capacités de détecter exactement le système solaire. Donc la question qu'on veut poser, c'est notre système solaire, est-ce qu'on peut la reconnaître parmi ces exoplanètes ou pas? Donc si on cherche le système solaire en ce moment, autour d'exoplanètes, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? On ne peut pas trouver la Terre, elle est toujours un peu trop loin et un peu trop peu massive pour être trouvée. Pareil pour les autres planètes telluriques. Uranus et Neptune, ils sont trop loin pour être trouvés en ce moment. Ils ne sont pas assez brillants à leur distance. Saturne, pareil. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est un peu déprimant, mais si on cherche le système solaire autour d'autres étoiles, on cherche des systèmes où il y a une étoile comme le Soleil et il y a une Jupiter. Okay. Mais c'est plus intéressant que juste ça, je vais vous décrire. Ne vous inquiétez pas. Donc, commençons avec le premier critère, c'est le Soleil. Le Soleil, on sait déjà qu'elle est... elle, je ne sais pas. Il est assez rare. Donc, si on regarde toutes les étoiles qui approchent du Soleil, si on fait le bilan de tout ce qu'il y a à moins de 30 années-lumière à peu près du Soleil, et on divise toutes les étoiles en groupes, ça arrive à quelque chose comme ça. Notre Soleil est jaune. C'est une étoile G. Donc, ce qu'on voit, clairement,
très peu d'étoiles très massives, de très brillantes, et il y a beaucoup plus d'étoiles beaucoup plus petites et beaucoup moins brillantes. Et juste en comptant le nombre d'étoiles qu'on connaît proches de nous, on s'aperçoit que si on veut trouver un système avec un soleil au centre, on est déjà dans la minorité. Donc le soleil est rare au niveau de à peu près 10%. Ça dépend exactement comment on définit qu'une étoile est vraiment comme le soleil. Mais si on veut un truc qui se rapproche, on est déjà dans la minorité des 10%, quelque chose comme ça. En prochain, on va regarder Jupiter un petit peu. Donc ça, c'est un diagramme très similaire à celui qu'Aurélien vous a montré. Les petits traits, c'est juste des barres d'erreur, c'est pas très important. Et vous voyez les planètes du système solaire là-dedans. Donc on voit, on n'a pas trouvé encore des planètes qui sont là où est la Terre ou Vénus, mais on a quelques exemples de trucs qui ressemblent à Jupiter là-bas. En tout cas, on peut prendre ce diagramme et on voit quelques amas qui paraissent assez naturellement et on les donne des noms, juste pour comprendre. Donc tous les points en rouge là, on les appelle souvent les super terres chaudes parce que c'est des planètes plus proches de leurs étoiles, c'est pour ça qu'on les appelle chaudes. Mais comme je vous ai raconté, il y en a qui sont des super terres, il y en a qui sont des mini-Neptunes. Mais super terre ou mini-Neptune chaude, c'est trop long, donc on a raccourci un petit peu. Et il y a des lamas des Jupiter chauds en haut. Et en haut à droite, il y a toujours des Jupiters normaux, entre guillemets. Mais commençons par ces planètes-là. Les super terres chaudes sont tellement communs. On les trouve autour à peu près de la moitié d'étoiles comme le Soleil. Donc, on constate que le système solaire est rare, pas très rare, rare au niveau de 50%, à ne pas avoir ce genre de planète. Donc, ce n'est pas ce qu'on contient dans le système solaire, mais ce qu'on n'a pas. Ça nous rend déjà un petit peu dans la minorité. Ensuite, si on regarde Jupiter encore, on constate que seulement à peu près 10% des étoiles comme le Soleil ont des planètes comme Jupiter. Okay? Donc juste l'existence de Jupiter nous met dans la minorité des 10%, grosso modo. Ensuite, il y a un autre critère, c'est l'orbite de Jupiter. Donc si on regarde les orbites d'autres planètes qui sont comme Jupiter, voilà ce qu'on a. Donc en rouge, vous voyez l'orbite de Jupiter à l'extérieur, et on peut voir en rouge, c'est les autres planètes dans le système solaire. Et les traits jaunes, c'est des exoplanètes géantes comme Jupiter, pas dans un système, mais dans plusieurs systèmes, et on les met tous sur le même graphique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'orbites qui sont très différentes des nôtres. Il y a des orbites qui sont très élongées. Il y a des orbites très petites, comme les orbites des Jupiter chauds. Les Jupiter chauds, ils sont tous à l'intérieur, là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'orbites qui sont comme Jupiter. Et c'est vrai que c'est plus difficile de détecter les orbites comme Jupiter que les Jupiter chauds, parce qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps. Mais on a fait ce genre d'études depuis plus que 20 ans maintenant. Donc on a des statistiques au niveau de Jupiter qui sont assez forts. Donc l'orbite de Jupiter est assez rare en fait. Seulement à peu près 10% des exoplanètes comme Jupiter ont des orbites comme Jupiter, c'est-à-dire des orbites assez larges et assez circulaires. Donc ça nous met encore dans une minorité des 10%, quelque chose comme ça. Donc si on essaye de trouver le système solaire, c'est-à-dire le système Soleil-Jupiter parmi les étoiles, on est déjà dans une grosse minorité. Donc là, j'ai mis ensemble, on est déjà dans la minorité des 10% pour avoir une étoile comme le Soleil, 50% de ne pas avoir de super terre chaude, 10% d'avoir un Jupiter, 10% encore d'avoir une Jupiter avec la bonne orbite. Ça nous met à peu près 1 sur 2000. Okay? Donc on est rare à ce niveau-là. C'est pas trop grave parce qu'il y a beaucoup d'étoiles. Donc heureusement, on n'est pas dans un système dans une galaxie avec seulement 2000 étoiles, où là on serait vraiment unique. Dans la Voie lactée, il y a quelque chose comme 500 milliards d'étoiles. Okay? Donc ça, fois notre facteur de 1 sur 2000, ça nous met à déjà beaucoup. Il ne faut pas vraiment croire à ces chiffres exactement. C'est des estimations assez grossières, mais
au niveau des centaines de millions de systèmes qui pourraient ressembler au nôtre dans la Voie lactée, c'est pas trop mal. Donc, je suis assez optimiste sur ça. On est encore pas spécial entre guillemets parce qu'on est là, mais on n'est pas spécial. On pense pas au moins en ce moment qu'on est les seuls dans la galaxie. Donc, et je vais vous laisser avec ça. Si jamais ça vous intéresse, ça c'est mon blog où j'écris des trucs sur les planètes, mais c'est en anglais, donc méfiez-vous. J'arrête là, merci.